Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet, apparemment très différent de celui qu'on a traité ces dernières semaines, mais on verra bien qu'il y a des connexions très étroites et très profondes entre la physique des trous noirs et la cosmologie. D'ailleurs, vous savez, la cosmologie, comme elle s'intéresse à l'évolution de l'univers, nécessite une description différente suivant la phase où l'univers lui-même se trouve. Donc, en fonction du temps, on a besoin de différents types de physique. Donc, elle couvre un petit peu toute la physique à travers l'évolution temporelle. Donc, je vais commencer avec un petit review de la cosmologie d'abord standard du Big Bang Show, c'est-à-dire pré-inflationnaire. Après, je vais discuter un petit peu de la cosmologie inflationnaire conventionnelle avant de passer à une cosmologie basée sur la théorie des cordes, qui est le véritable sujet du cours. Donc, je vous rappelle que si on parle des équations d'Einstein, et on met avec elles un principe cosmologique, c'est-à-dire l'assumption que l'univers est homogène et isotrope sur des grandes échelles. Et on part aussi des observations telles que le décalage vers le rouge. On est amené bientôt à un modèle très simple qui a été construit pratiquement tout de suite après la formulation de la relativité générale. Le premier travail est justement de M. Friedman. Et on a appelé ça la cosmologie du Big Bang Show, Hot Big Bang. Donc, la géométrie dans cet univers homogène isotrope est donnée par ce qu'on appelle la métrique. Bon, quelquefois, on omet certains de ces noms-là, alors je les ai mis tous. Friedman Lemaître, Robertson Walker métrique. Donc, on l'a déjà discuté dans les cours d'il y a 2 ans, je pense. Et donc, c'est une métrique qui contient, si vous voulez, un facteur d'échelle, une fonction du temps cosmique A de t, qui nous dit comment les distances physiques varient avec le temps. Donc, elle décrit effectivement l'expansion ou éventuellement une contraction de l'univers. Et après, il y a un paramètre discret, disons, qu'on peut toujours, normaliser les choses telles que ces paramètres prennent des valeurs 0 plus ou moins 1, qui nous donne un temps fixé. Si on fixe le temps et on regarde juste la partie spatiale de la métrique, il nous dit si l'univers est plat du point de vue de l'espace, si c'est comme une sphère ou comme une hyperbolide. Donc, on parle d'un univers plat si k égale 0, closed, fermé si k égale plus 1 et ouvert si k est moins 1. Et la courbure de l'espace, donc si on regarde juste la métrique tridimensionnelle et on évalue la courbure tridimensionnelle, est liée à k et à AD par cette relation-là, k divisé par A2. Dans ces notations-là, A a la dimension d'une longueur, tandis que R, c'est un rayon sans dimension. On peut jouer sur les dimensions d'une façon arbitraire grâce à l'invariance par transformation des coordonnées. Donc, les facteurs d'échelle est lié strictement au décalage vers le rouge par cette relation-là. Z, c'est le décalage, et lié au rapport des facteurs d'échelle au temps actuel, ou au temps de l'observation, divisé par les mêmes facteurs d'échelle, mais évalués au temps de la source, de l'émission de la lumière. L'évolution de ces facteurs d'échelle est déterminée par ces équations de Friedman. Il y a une première équation qui nous donne les valeurs de l'expansion, de la vitesse d'expansion définie par cette relation-là. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps
du logarithme du facteur d'échelle et qui vient être lié à l'énergie totale dans l'univers, à la densité plutôt de l'énergie totale de l'univers, mais aussi il y a une contribution due à la courbure spatiale qu'on a vue tout à l'heure. La deuxième équation de Friedman nous donne, si vous voulez, la dérivée, l'accélération, si vous voulez, de l'univers, parce qu'il nous donne la dérivée seconde du facteur d'échelle, qui est liée cette fois, elle ne dépend pas de la courbure spatiale, mais elle dépend plutôt de la combinaison entre la densité d'énergie et la pression de la matière qu'on a dans l'univers. On va revenir sur ça. Une conséquence des deux équations de Friedman, on doit dériver par rapport au temps la première, utiliser la deuxième, et c'est assez simple. On obtient la loi d'évolution de la densité elle-même de l'énergie en fonction de l'énergie et de la pression et de l'expansion. On utilise souvent cette notation W comme le rapport entre la pression et la densité d'énergie. Dans certains cas, pas toujours, ce rapport, au moins pour une composante du fluide cosmique, est constante, et donc ça simplifie la vie parce qu'à ce moment-là, on peut résoudre cette équation-là et trouver comment la densité d'énergie varie avec le temps à travers les facteurs d'échelle. Typiquement, elle décroît comme une puissance du facteur d'échelle, la densité d'énergie. Alors, pour une matière plus ou moins standard, disons de la matière non relativiste, un gaz de photons, la quantité ρ plus 3p, est positive. Ça veut dire à cause de ces signes moins, l'accélération de l'univers est plutôt une décélération. Mais aussi comme conséquence, si on va arrière dans le temps, on trouve nécessairement que le facteur d'échelle tend vers zéro en temps fini dans notre passé, comme conséquence de cette équation-là. On appelle ce temps fini dans notre passé t égale 0, et on trouve qu'à t égale 0, courbure et densité d'énergie divergent, tendent vers l'infini, et c'est ça qui force à identifier le temps t égale 0 avec le début du temps, le commencement du tout. C'est aussi utile d'introduire une densité critique de la matière. Si vous reprenez l'équation de Friedman, la densité critique, c'est tel que ce terme-là ne contribue pas, donc elle est donnée en menant les facteurs 8πg sur 3 de l'autre côté, donc on obtient une densité critique 3hd sur 8πg. Comme h dépend du temps, aussi la densité critique dépend du temps, mais d'habitude, disons, on parle de la densité critique d'aujourd'hui, donc on met la valeur actuelle de h, et on obtient une certaine valeur numérique, plus ou moins connue, pour cette densité critique. Et cette densité critique, on peut l'écrire à travers cette équation-là comme la somme des différentes densités critiques, ρ sub i, de plusieurs composantes de la matière, plus un terme qui découle de la courbure spatiale. On définit après des fractions d'énergie critique ou de densité critique dans chaque composant du fluide cosmique en introduisant ces grands oméga i, et avec des passages tout à fait élémentaires, on arrive à cette équation qui est souvent utilisée, qui nous dit que oméga, c'est la somme de toutes les densités, de toutes les fractions d'énergie dans l'univers, doit être 1 moins cette contribution de la courbure spatiale.
en principe, on pourrait essayer de mesurer toutes ces quantités-là et donc déduire si l'univers est plat, fermé ou ouvert. Et donc, ça c'est aussi pour vous rappeler que, disons, dans un univers qui n'a pas de courbure spatiale, oméga doit être 1 et vice-versa. Hein. Si oméga égale 1, il n'y a pas de courbure spatiale. Alors, ces modèles très simples, hein, que j'ai dit en quelques mots seulement, hein, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, a des considérables succès. Je vais en mentionner deux. Là, les premières, c'est la prédiction d'un fond cosmique de radiation qui a été découvert un peu accidentellement en 1965, mais qui avait été prévu par Gamow et ses collaborateurs déjà dans les années 40. Ils avaient même essayé une estimation de qu'est-ce que devait être la température de ces fonds cosmiques en arrivant à une estimation de 5 degrés Kelvin. En ce temps-là, la mesuration n'était pas trop précise et donnait 3,5 plus ou moins 1. Aujourd'hui, on connaît bien ces fonds de radiation cosmique et ils représentent peut-être, je pense sans doute en effet, les spectres des Planck les meilleurs, les plus précis qu'on connaît en nature. Et la température moyenne, parce que cette température, comme on va discuter dans les prochains cours, a des petites fluctuations, mais en moyenne, elle vaut 2,725 degrés Kelvin, avec une bonne précision. Et ça, c'était effectivement le premier grand succès de ces modèles cosmologiques. Là, disons, c'est une courbe du spectre, donc, qui, disons, c'est pas possible de distinguer de la courbe prédite par la formule de Planck. Donc, les erreurs expérimentales sont tellement petites qu'on ne peut pas voir la différence. Alors, le deuxième résultat considérable de cette cosmologie, c'est qu'elle peut donner un mécanisme pour produire des noyaux légers comme le deutérium, l'hélium, le lithium, à partir des protons et des neutrons. On s'appelle ça la nucléosynthèse primordiale ou du Big Bang. On n'arrive pas à produire de cette façon-là les éléments plus lourds et on pense que des choses comme le carbone, par exemple, est produit beaucoup plus tard dans des étoiles, type les supernovae. Bon, on a besoin de températures assez élevées pour avoir des processus qui produisent ces éléments-là. Donc, c'est important, et ça c'est important aussi pour des modèles cosmologiques, qu'à un certain moment, dans l'évolution de l'univers, il doit y avoir eu des températures au moins élevées tant que ça. Et comme on connaît, disons, assez bien la physique nucléaire, en dépit de ce qui se passe au Japon, on peut faire des calculs de l'abondance relative des différents noyaux légers qu'on produit dans ces processus de nucléosynthèse. Il y a plusieurs réactions qu'on doit étudier. Et on arrive à des courbes comme ça pour les différents noyaux légers comme l'hélium, le deutérium, l'hélio 4, l'hélio 3 et le lithium. Et, disons, les bandes horizontales correspondent aux bornes expérimentales parce qu'on peut observer dans notre univers l'abondance de ces éléments. Et on voit bien que toutes les courbes
sont en accord avec les données expérimentales si la densité baryonique à ce moment-là, bon, qui est après en rapport avec l'évolution de l'univers à la densité, à la fraction de densité critique d'aujourd'hui, est dans ces domaines-là. Vous voyez, voilà. Donc, grand oméga total en matière baryonique est estimé être 2% fois quand même un facteur petit h à moins 2. Ce petit h est bien connu en cosmologie. Ça représente un petit peu l'incertitude avec laquelle on connaît l'expansion de l'univers aujourd'hui, qu'on paramétrise comme 100 km par seconde par mégaparsec fois ces facteurs petit h. Et petit à petit, ces petits h, rien à voir avec la constante de Planck, entre parenthèses, à ces valeurs-là qui maintenant elle est assez bien connue. Donc, si on tient compte de ces petits h à la puissance moins d, on gagne, si vous voulez, encore un facteur 2. Donc, on peut dire qu'en matière baryonique, il y a 4% de l'énergie totale de l'univers. Mais pas beaucoup plus, hein, parce que si vous allez un peu plus loin, vous voyez que ça ne marche plus. Donc, ça, c'est un bon nombre à se rappeler, 4-5% des matières baryoniques de l'univers. Donc, c'est loin de donner oméga, grand oméga égale 1. On a besoin d'autre chose si oméga est près de 1. Donc, je ne vais pas aller dans d'autres détails du modèle cosmologique standard, dans d'autres succès, parce qu'il y en a aussi d'autres, et je vais tourner mon attention plutôt aux problèmes, hein, parce que c'est à cause des problèmes qu'on a inventé les modèles inflationnaires. Donc, là aussi, je vais me limiter à 2-3 problèmes. Le premier, le plus simple peut-être à décrire, c'est les problèmes de la platitude, flatness, de l'univers. Donc, c'est quelque chose qui a à voir effectivement avec cette question de si l'univers est spatialement plat ou pas. Alors, il y a une évidence considérable que c'est oméga k, il ne peut pas excéder 10% aujourd'hui. Ça vient de certaines choses que je pense que je vais décrire dans les prochains cours. Par exemple, les anisotropies, les pics Doppler dans les anisotropies. Mais disons, on sait par plusieurs raisons qu'il ne peut pas être 99%, certainement pas. Donc, mais on peut étudier quelle est l'évolution dans le temps de cet oméga k. Rappelez-vous que oméga k, que la courbure spatiale va comme 1 sur A2, mais oméga k, c'est le rapport entre ça et H, grand H2. Et donc, on obtient que oméga k, hein, c'est très facile à voir, elle dépend du temps comme le produit AH à la puissance moins 2. Alors, comme H est rien d'autre que A point sur A, vous voyez que le A disparaît et finalement, oméga k dépend de T exactement comme 1 sur A point à la puissance 2. Et donc, elle croît ou elle décroît selon que l'univers accélère ou pas. Hein, parce que la dérivée des A points, par définition, est l'accélération. Donc, alors, on peut regarder, je l'ai déjà dit, qu'à cause que pour une matière ordinaire, l'accélération est négative. Effectivement, si on met dans les formules que j'avais tout à l'heure, on trouve que cette quantité-là varie comme t à cette puissance-là, qui est positive
si W est plus grand que moins entière. Donc, pour la matière ordinaire, cette puissance-là est positive. Donc, ça veut dire qu'oméga k croît avec le temps. Et comme aujourd'hui, elle est bornée par 10%, ça veut dire que dans le passé, elle devait être beaucoup plus petite. On fait les calculs, comme il est passé beaucoup de temps depuis le Big Bang, on peut faire ces calculs-là, et on trouve que pour avoir 0,1 aujourd'hui, on a besoin d'un oméga k qui était 10 à la moins 60 au temps de Planck. Ou, si vous ne voulez pas aller au temps de Planck, parce qu'on ne sait pas si l'univers est allé au temps de Planck, on peut se limiter à l'instant de la nucléosynthèse primordiale, et là aussi on trouve un tout petit nombre. Donc, quelle est l'origine de ces tout petits nombres, 10 moins 32, 10 moins 60 sont vraiment des nombres très petits. Et donc, on se pose la question, pourquoi l'univers aurait débuté dans un état où la courbure spatiale était tellement petite par rapport à la courbure de l'espace-temps. Et un résultat du même type, on le trouve aussi pour la contribution à l'énergie due à des fluctuations dans l'espace, donc des gradients, des dérivées spatiales. À nouveau, cette contribution a dû être infinitésimale dans l'univers primordial si on veut qu'il ne domine pas l'énergie aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier problème. Et un autre problème qui est aussi un peu lié, disons, certainement lié à la même propriété de décélération de l'expansion, c'est le problème de l'homogénéité. Les fonds cosmiques nous arrivent aujourd'hui pratiquement sans être dérangés, donc il souffre seulement du décalage vers le rouge. Il vient à nous depuis le temps de l'instant dit de la recombination, c'est-à-dire le moment auquel les atomes sont formés. C'est-à-dire avant la recombination, l'univers avait des protons et des électrons, des noyaux et des électrons, mais il n'avait pas des atomes. C'était un plasma de charge électrique et il était opaque à la radiation, parce que les photons interagissent avec les charges très fortement. Mais du moment que les atomes se sont formés, la matière est devenue neutre, les photons ont pu traverser, disons, l'espace, et c'est de cet instant-là qui correspond à un redshift, un décalage Z de l'ordre de 1000, 1100. Mais, disons, on peut regarder donc d'un côté la taille de l'univers à ce moment-là, comme Z est lié à la taille de l'univers, était 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui, et on peut comparer cette taille de l'univers à la recombinaison avec une autre taille, c'était la distance traversée par la lumière du temps zéro juste au temps de la recombinaison, et on trouve que cette deuxième distance, l'horizon, était beaucoup plus petite que l'univers lui-même. Les rapports étant un facteur 30, si on regarde les choses à la recombinaison, si on va à nouveau vers des temps encore plus précédents, on trouve qu'il pourrait être même de l'ordre de 10 à la puissance 30. Et ça nous pose un problème qui est illustré dans ces petits dessins-là, un peu approximatifs, et certainement hors d'échelle. Donc, ça, c'est l'univers aujourd'hui. Ça, disons, c'est l'univers en bleu. Voilà, en bleu.
c'est l'univers, la taille de l'univers à la recombinaison, et en rouge, c'est la taille de l'horizon au même instant. Et la taille de l'horizon, c'est la longueur maximale sur laquelle on a pu avoir des processus pour homogénéiser l'univers. Donc, si vous voulez, les conséquences du fait que le cercle bleu est beaucoup plus grand, là c'est hors d'échelle de l'univers rouge, fait si que à la recombinaison, l'univers consistait de quelque chose comme 10 à la puissance 4 ou 5 des régions déconnectées. Et donc, on ne comprend pas pourquoi la température mesurée du fond cosmique, mesurée dans différentes directions du ciel, soit la même à 10-5 près, dans toutes ces régions qui n'ont pas pu se parler et donc communiquer entre eux. Alors, quel est à nouveau le rapport entre la taille de l'univers et l'échelle de l'horizon? L'échelle de l'horizon est essentiellement... j'ai des problèmes avec les pointages de ces lasers. Soit je les... Voilà. Ah, ouais, voilà. Quelle est l'évolution dans les temps entre la taille de l'univers en bleu et la taille de l'horizon qui est h-1? Évidemment, c'est à nouveau ce rapport A divisé par A fois H. A fois H, c'est aussi A sur T. Bon, et on obtient, à part un facteur 2 dans l'exposant, ou moins 2 dans l'exposant, exactement la même expression qu'avant. Donc, à nouveau, ce rapport entre la taille de l'univers et la taille de l'horizon dépend du fait que l'expansion de l'univers soit du type accéléré ou décéléré. Vous voyez, dans le dessin précédent, l'expansion de l'univers est décélérée. Là, elle est très rapide, mais parce que la courbe part avec une pente très forte, et après, elle devient plus douce. Donc là, c'est évidemment un univers décéléré. Voilà. Pardon. On va voir plus tard qu'est-ce qu'il se passe si l'univers accélère au lieu d'être décéléré. Troisième problème, très important, c'est que l'univers, comme on le connaît aujourd'hui, c'est vrai, il a l'air d'être homogène sur des échelles très très grandes. Donc si on regarde vraiment la distribution des amas des galaxies, mais si on regarde à des échelles plus petites, comme les amas des galaxies, les galaxies ou les étoiles, il y a beaucoup de structures dans l'univers. Alors, dans la cosmologie conventionnelle, pré-inflationnaire, il n'y a pas d'explication pour cette structure sur grande échelle. C'est-à-dire qu'on peut l'expliquer, on peut en tenir compte si on part avec un univers qui n'est pas tout à fait homogène au départ. Mais on a vu que c'est très dangereux parce que si on met des petites inhomogénéités dans l'univers primordial, ils ont la tendance à croître et à devenir trop importants. Donc, si vous voulez, les modèles cosmologiques conventionnels, soit ils nous donnent trop de perturbations, si on part avec des conditions initiales un peu arbitraires, soit ils ne nous donnent rien si on part avec un univers qui est exactement homogène. Si on est exactement homogène, on n'arrive pas à produire aucune structure dans l'univers. Donc, on peut mettre à la main des conditions initiales qui nous donnent effectivement les structures d'aujourd'hui, mais on doit mettre ça à la main, c'est ce qu'on appelle un problème de réglage fine-tuning. Alors, la solution
acclamé de tous ces problèmes-là s'appelle l'inflation, qui est synonyme d'accélération. Parce que, disons, au moins pour les deux premiers problèmes, on a vu que si on change un petit peu l'évolution de l'univers et on met dans une phase initiale une période assez longue d'expansion accélérée, on peut résoudre le problème. Et on a vu que la chose importante, c'est ce produit du facteur d'échelle fois les paramètres de Hubble, c'est-à-dire A point. C'est ce qu'on doit imposer, c'est d'avoir une période d'accélération pendant laquelle la dérivée du facteur d'échelle a changé, dans le bon sens évidemment, par un facteur assez grand. Donc, comme le facteur est assez grand, on prend le logarithme de ce facteur-là, on l'écrit comme le nombre de e-folds, on dit en anglais, et on a besoin d'au moins un n de l'ordre de 60 si on met cette phase dans l'évolution de l'univers. On arrive à supprimer, par exemple, la courbure spatiale et à résoudre aussi le problème de l'horizon. Pas seulement ça, disons, d'une façon naturelle, l'inflation peut durer beaucoup plus longtemps. On peut produire un facteur grand N qui est plus grand du minimum nécessaire. Et si c'est le cas, on aura complètement dilué la courbure spatiale. Ça veut dire qu'une prédiction assez générique de tous les modèles inflationnaires, c'est qu'on devait avoir oméga vraiment, vraiment très proche de 1. C'est une prédiction qu'on peut effectivement vérifier expérimentale aujourd'hui. Bon, on peut dire qu'on ne peut jamais exclure la possibilité d'être tout près du minimum nécessaire d'inflation, et donc dans ces cas-là, oméga ne sera pas tout près de 1. Et le problème d'homogénéité est aussi résolu parce que si on reprend la petite coupe que j'avais tout à l'heure, la petite tasse que j'avais tout à l'heure, mais on décide d'insérer dans l'univers primordial une période d'évolution accélérée. Vous voyez donc la courbe bleue qui représente la taille de l'univers visible aujourd'hui prend cette forme-là au lieu de cette forme, une forme plutôt convexe que concave. Vous voyez que tout l'univers que nous voyons aujourd'hui, il était très, très petit pendant cette époque-là. Il était plus petit que l'horizon causal, et donc il n'y a plus aucun problème à homogénéiser cet univers observable. Alors, bon, c'est tout très, très bien, mais il faut trouver un mécanisme physique pour produire cette accélération dans l'expansion de l'univers. Et on a dit que la matière ordinaire résiste à l'expansion. Alors, il faut trouver une composante du fluide cosmique avec ρ plus 3p négatif. Et bon, il s'avère que c'est assez facile d'inventer des fluides avec cette propriété-là. Et en effet, l'exemple le plus simple, c'était celui que Einstein avait inventé lui-même pour une raison différente. C'était pour avoir un univers statique, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas que l'univers était en expansion. Donc Einstein cherchait des solutions statiques pour l'univers. Et comme il y avait cette force attractive, il avait besoin de quelque chose pour la compenser et avoir un univers statique. Et Einstein trouva tout de suite une solution avec une constante cosmologique positive.
Donc, donc ce n'est pas difficile de trouver des contributions, si vous voulez, à l'énergie de l'univers avec les bons signes pour avoir une accélération ou une répulsion. Alors, le problème avec la constante cosmologique, c'est qu'une fois qu'on l'a mis dedans, typiquement, elle reste là, elle ne bouge pas, et donc c'est pas bon. Bon, vous direz peut-être il y a une constante cosmologique aujourd'hui. Oui, mais disons, c'est à un niveau de grandeur beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, une grande constante cosmologique, c'est un ennui du point de vue de la phénoménologie aujourd'hui. Mais il y a un choix plus intéressant, et c'est l'énergie potentielle d'un champ scalaire. C'est-à-dire un champ scalaire, on a vu plusieurs champs scalaires dans nos cours, atypiquement en termes cinétiques, dérivés par rapport au temps, dérivés par rapport à l'espace, mais il peut avoir un potentiel V de phi. Et ces termes-là, dans l'action, si vous voulez, d'un champ scalaire, donnent une contribution à l'énergie et à la pression qui est exactement du même type que la constante cosmologique d'Einstein. Dans ces cas-là, on a cette équation d'état, P égale exactement moins ρ. Donc, vous voyez que si ρ est positif, on satisfait très bien cette équation-là. ρ plus 3P devient moins 2ρ. Donc, négatif si ρ est positif. Mais, disons, la condition pour avoir cette équation d'état, c'est justement que le terme cinétique du champ scalaire doit être petit. Ça veut dire, dérivé par rapport au temps du champ scalaire doit être petit, dérivé par rapport à l'espace du champ scalaire doit être petit. Ça veut dire un champ scalaire homogène et aussi constant dans le temps. Donc, on a besoin d'un champ scalaire qui bouge très peu dans le temps et varie très peu dans l'espace. Donc, ça, c'est la condition. Et un potentiel non nul et positif. Voilà, ça, c'est les conditions. Alors, et l'idée, c'est que ces conditions-là persistent pendant assez longtemps pour avoir une longue période inflationnaire, mais qu'à un certain point, à un certain moment, cet inflaton, ce champ scalaire, commence à varier dans le temps et l'inflation, à ce moment-là, s'arrête parce qu'on a besoin quand même de notre cosmologie standard aussi. Donc, et à ce moment, c'est aussi très important que l'énergie potentielle de ce champ scalaire va être dissipée en radiation, par exemple, et ça, c'est très important pour réchauffer l'univers, parce qu'autrement, on n'aurait pas, par exemple, la nucléosynthèse. Donc, il y a ces conditions-là, mais, disons, sous ces conditions-là, c'est un bon modèle pour avoir une accélération de l'univers. Alors, avec cette accélération, on va résoudre les problèmes de l'homogénéité et les problèmes de la platitude, mais on a un bonus, on a encore quelque chose en plus, c'est-à-dire que ces modèles inflationnaires, comme on va le discuter, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, il va nous donner aussi un mécanisme pour générer les inhomogénéités dont on a besoin pour former les structures à grande échelle dans l'univers. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène lié à la mécanique quantique qui, juste en présence d'une période d'accélération, peut être amplifié, ces fluctuations microscopiques vont être amplifiées par l'inflation et aussi amenées à des échelles intéressantes parce que, disons, ces fluctuations de la mécanique quantique ont lié d'abord à de toutes petites échelles
mais à cause de l'inflation, ces échelles-là sont étirées à des échelles macroscopiques et même cosmologiques. Donc, ça, c'est un peu les cadres de l'inflation. Alors, donc, chaque pas en avant amène, comme d'habitude, de nouveaux problèmes, de nouvelles questions. Donc, quels sont les mauvais côtés de ce modèle inflationnnaire standard? Bon, vous l'aurez déjà un peu compris. Par exemple, on a besoin de potentiels pour cet inflaton. On a besoin d'inventer ou de tirer d'une théorie des potentiels d'un type très spécial parce qu'on doit garder cet inflaton assez constant et homogène pour assez longtemps. C'est ce qu'on appelle en général slow roll conditions. Donc, il ne doit pas bouger beaucoup, donc il doit aller tout doucement. L'autre chose est que cet inflaton doit être loin du minimum de son potentiel, parce que si c'était dans le minimum du potentiel, il serait là, tranquille, il ne bougerait pas. Mais alors, effectivement, l'inflation continuerait comme dans le cas de la constante cosmologique. Et aussi, il doit être très homogène. C'est ce qu'on a dit. Les dérivées spatiales sont aussi mauvaises. Et dernier problème, c'est qu'il est devenu difficile, il paraît être difficile, mais peut-être pas impossible. Il y a des travaux récents qui essayent de lier l'inflaton au champ de Higgs. Je ne l'ai pas étudié en détail, donc je ne peux pas trop me prononcer, mais ils sont écrits par des gens bien. Mais disons, il semble être difficile d'identifier l'inflaton avec un champ scalaire qu'on connaît pas qu'on connaît déjà dans la physique des particules. Alors, on tourne alors à la question, est-ce que la théorie des cordes peut nous aider? Comme on dit que c'est une théorie du tout, elle devrait pouvoir aborder aussi ces problèmes. Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'insérer les modèles inflationnaires dans la théorie des cordes. La théorie quantique des cordes, donc je me réfère à la théorie des cordes qu'on a fait ici dans les cours, et en passant, je mentionne qu'il y a aussi une autre théorie des cordes classique, c'est la théorie des cordes cosmiques. Et les gens ont essayé aussi de faire de la cosmologie avec les cordes cosmiques, mais apparemment, il ne marche pas comme un modèle pour la formation de structures à grande échelle. Ils ont été exclus pour des problèmes de phénoménologie. Alors, plutôt que d'essayer d'imposer à la théorie quantique des cordes de nous donner l'inflation, on va poser une question différente. Quelle serait la cosmologie la plus naturelle qui découlerait de la théorie des cordes? Donc, on oublie l'inflation, on prend les équations qui découlent de la théorie des cordes et on va les étudier dans les régimes d'un contexte cosmologique. Et pour commencer, on va prendre l'action efficace de la théorie des cordes au niveau arbre, où on la connaît, niveau arbre, qui est lié à une petite constante de couplage et à petite courbure, donc où on va négliger les termes avec beaucoup de dérivés. Et on va regarder les équations de mouvement, les équations de champ qui découlent de cette action efficace, qui, je vous rappelle, est équivalent à imposer l'absence d'anomalie dans la théorie des cordes. Alors, donc, je reprends
c'est ce qu'on avait écrit, je pense, il y a quelques semaines, hein, l'action efficace de la théorie des cordes, où je vous rappelle, bon, on a en général deux dimensions de l'espace-temps. On a une métrique grand G mu nu, qui est la métrique qui apparaît dans la théorie des cordes, dans l'action de Polyakov de la théorie. Et cette action-là, si on néglige plus que deux dérivés, on a un terme sans dérivée qui est une constante cosmologique. On a le terme d'Einstein, on a un terme cinétique pour un champ scalaire qui s'appelle le dilaton. Et après, il y a H, D, H, à nouveau, problème de notation, n'a rien à voir avec la constante de Hubble, c'est plutôt le champ associé avec le champ antisymétrique B. Alors, un petit problème de notation. En cosmologie des codes, c'est standard d'utiliser phi comme 2 phi, disons, à la place des grands phi. Donc, il n'y a pas le facteur 2 ici parce qu'il n'y a pas un facteur 4 ici. Hein? Donc, c'est juste un petit changement de notation, de normalisation. Alors, première chose, si les dimensions de l'espace-temps, et on est dans une espèce de supercorde pour avoir une théorie cohérente, si grand D est différent de 10, on a une énorme constante cosmologique qu'on n'aime pas. On ne pourra jamais avoir des solutions qui décrivent notre univers macroscopique. Donc, si vous voulez, on est obligé de travailler en 10 dimensions de l'espace-temps. On met D égale 10, on réécrit l'action de cette forme-là. Et donc, c'est très important hein, de faire attention au fait qu'il y a ces facteurs exponentiels moins phi qui multiplient l'action. Si vous vous rappelez, cet exponentiel moins phi vient du fait qu'on travaille au niveau de la sphère, et le genre de la sphère est 0, et on a ce facteur et à la phi qui multiplie le genre de la surface de Riemann. Donc, c'est très lié à la théorie des cordes, ce facteur et exponentiel de moins phi. Alors, on va pour l'instant se limiter à ces champs-là. Et après, je vais discuter brièvement qu'est-ce qu'il arrive si on utilise aussi d'autres champs. Et, très important, on va vraiment dire qu'on travaille avec ces dimensions supplémentaires de l'espace, comme ils sont là. Donc, on ne peut pas les jeter pour faire tout de suite de la cosmologie en 4 dimensions. Dernière remarque, on va travailler la plus grande partie du temps, peut-être tout le temps, avec cette métrique-là, qui on appelle la métrique dans les repères de la corde. Ce n'est pas des repères dans le sens de la relativité générale. Hein. Ça, il faut faire un peu attention au nom. Aussi en anglais, hein, il y a un peu une ambiguïté là. Donc, c'est vraiment une métrique et elle n'est pas liée à la métrique dans les repères d'Einstein par une transformation des coordonnées. Donc, c'est travailler avec cette métrique par rapport à travailler avec la métrique d'Einstein. Ça correspond, si vous voulez, à garder fixe la longueur de la corde, tandis que la longueur de Planck, en général, dépend du phi. Alors, on peut utiliser une autre métrique qui s'appelle la métrique d'Einstein, ou les repères d'Einstein, où la longueur de Planck est fixée, mais la longueur de la corde varie. C'est ce que c'est invariant par rapport au changement des repères, c'est que le rapport entre les deux peut varier. Elle varie si phi varie dans le temps. Et toutes les conséquences physiques sont invariantes par rapport au choix
Hein. Si on travaille dans un repère ou de l'autre, on obtient les mêmes résultats physiques. Donc, vous n'ayez pas peur, ce n'est pas une façon de tricher. Mais je trouve que dans la théorie des codes, c'est plus physique et plus intuitif de travailler avec une métrique où la longueur de la corde, qui a un rôle très important dans la théorie, est fixée. Alors, ce n'est pas trop difficile d'écrire les équations, l'équivalent des équations de Friedman pour cette action-là. Par simplicité, je me mets dans un univers spatialement plat et c'est ce qu'on appelle techniquement du type Bianchi 1. Donc, si vous voulez, c'est une généralisation à plusieurs dimensions d'une métrique du type Lemaitre, Friedman, Robertson, Walker. Mais la différence est que j'introduis pour chaque dimension de l'espace, en général, un facteur d'échelle différent. Hein, parce qu'en principe, j'aimerais bien traiter les dimensions supplémentaires de l'espace d'une façon différente de nos dimensions de l'espace. Et pour être démocratique, je les mets tous au même niveau. Hein. Les champs scalaires, les dilatants, sera aussi une fonction du temps. Donc, pour l'instant, on fait les cas exactement homogènes comme dans les modèles cosmologiques les plus simples. Et je fais aussi une simplification qu'on peut vite éviter. Je mets à zéro les champs antisymétriques pour faire les choses vraiment pour écrire les équations les plus simples possibles. J'obtiens deux équations, un peu la même chose que dans les équations de Friedman. Une équation qui ne contient pas de dérivées secondes, qui prend cette forme-là. Voilà. Alors, vous voyez, vous trouvez la somme des différents facteurs de Hubble dans les différentes directions de l'espace. Et après, voilà, là, c'est un petit détail. Il faut, pour écrire les équations dans une forme la plus simple possible, il convient d'introduire un champ auxiliaire qu'on appelle les dilatons shiftés et bougés, parce qu'on prend les dilatons et on y rajoute un terme qui dépend de log du déterminant de la métrique spatiale GIJ, que, bon, les déterminants de GIJ, c'est rien d'autre que les produits de tous les facteurs d'échelle. Donc, ça revient à rajouter un terme qui contient les logs des différents facteurs d'échelle. Donc, c'est une transformation assez simple. Ça simplifie un petit peu les équations et surtout, il va exposer une symétrie nouvelle des équations cosmologiques. Hein. C'est surtout pour ça qu'on le fait. Hein. Ce n'est pas juste pour s'amuser ou pour vous embêter. Alors, là sont les équations. Là, la deuxième équation, comme vous voulez, contient des dérivées secondes parce que H est déjà la dérivée première. Et là, il y a toutes les définitions. On peut... là, pour l'instant, sont les équations, si vous voulez, dans les vides, dans le sens que, mis à part ce champ scalaire du dilaton et la métrique, il n'y a pas d'autres champs de matière pour l'instant. On peut rajouter des champs de matière, mais on ne le fait pas pour l'instant, pour garder les choses les plus simples possibles. Et une conséquence de ces deux équations-là, assez simple, hein, à nouveau, il faut dériver, substituer tout ça, on obtient que la dérivée seconde de ces dilatons shiftés est liée au carré de la dérivée première et donc est positive, est toujours positive. On peut aussi l'écrire dans cette forme-là. Donc, ça simplifie beaucoup parce qu'on a, si vous voulez, une intégrale première des équations. Et on peut écrire la solution. Hein. La solution générale de ces équations-là, elle est ici. Les facteurs d'échelle, donc c'est une solution qui rappelle beaucoup
les solutions de Käsner de la cosmologie à relativité générale. Chaque facteur d'échelle évolue comme une puissance du temps. Et là, j'ai mis plus ou moins parce qu'à nouveau, on peut utiliser ça à t positive ou négative. Hein. Donc, dépendamment du signe du temps, on peut mettre un plus ou moins, avec des exposants pi, i. Et la seule condition sur les exposants pi, c'est que la somme des carrés soit 1. Une fois trouvé un set de nombres pi qui donne cette équation, qui satisfait cette équation-là, on prend les pi et on obtient la dépendance du temps du dilaton. Comment cette solution-là est liée à la solution de Käsner de la relativité générale, qu'on trouve même sur Landau-Lifshitz? Si on impose à la main que les dilatons soient constantes, on doit mettre la somme de pi égale 1, évidemment. Et c'est ce qui nous donne la deuxième condition de Käsner. Si vous allez sur Landau-Lifshitz, vous trouvez la solution de Käsner. Il y a deux conditions, la somme de pi2 égale 1 et la somme de pi égale 1. C'est ce que, entre parenthèses, fait ici qu'on n'a pas de solution isotrope en Käsner. Mais ici, oui, parce que ces conditions-là ont évidemment des solutions où tous les pi sont égaux. Et une fois qu'on a cette solution-là, on trouve quand même que les dilatons ne peuvent pas être constants. Hein. C'est tout simplement comme ça. Voilà, donc c'est ce que c'est expliqué là. Et effectivement, on peut avoir une solution isotrope dans toutes nos 9 dimensions de l'espace, où les exposants sont plus ou moins 1 sur racine 2, et les dilatons a cet comportement dans le temps. Alors ça, si t égale positive, ça c'est la solution. Si t égale négative, on doit mettre un signe moins devant t. C'est tout. Alors, une chose très intéressante de cette solution, c'est que vous voyez bien qu'on peut changer d'une façon arbitraire les signes des exposants de Käsner. Une chose qui n'est pas vraie pour les Käsner conventionnels à cause de la contrainte que la somme des pi égale 1. Hein. Mais comme nous, on a seulement une contrainte qui est quadratique, on peut, pour chaque solution, on peut changer les signes de n'importe quel pi. Pourquoi? Bon, il y a une raison pour ça, et c'est une symétrie des équations. On peut les voir déjà au niveau de l'action efficace cosmologique. Hein. Mais disons, on peut les regarder au niveau des équations. Il y a une symétrie nouvelle qui n'est pas là dans la relativité générale, mais qui est là dans la cosmologie des cordes. C'est une invariance de l'équation de mouvement par rapport à une inversion du facteur d'échelle. On peut prendre AI pour une certaine direction de l'espace et le remplacer par 1 divisé par A. C'est ce qui nous donne que H change de signe, hein, entre parenthèses, pourvu qu'on garde les dilatons shiftés invariantes. On ne les bouge pas. Ça, on les voit directement dans les équations. Hein. Par exemple, cette équation-là est évidemment paire. Elle va en soi-même si j'envoie h en moins h, et là, ça ne bouge pas. Tandis que la deuxième équation, les deux termes changent de signe. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a cette invariance dans les équations cosmologiques de la corde. Cette invariance a été appelée dualité
du facteur d'échelle et est très lié, du point de vue mathématique, à la T-dualité dont on a parlé longtemps. Bon, on peut plus ou moins les soupçonner parce que, vous vous rappelez, la T-dualité, c'est l'inversion du rayon de la dimension compacte. R, 1 sur R. Et là, comme disons, le facteur d'échelle, c'est en effet quelque chose qui nous donne des tailles. Donc là, effectivement, ce n'est pas très surprenant. Donc il y a une origine assez proche, mais il y a aussi des petites différences. Hein. Et je note entre parenthèses, parce que juste là, je n'ai pas mis le champ B mu dans le contexte cosmologique, mais on peut le rajouter et on trouve une façon assez surprenante que cette symétrie de dualité, qui est une symétrie discrète, c'est comme un groupe Z2, hein, parce que c'est un changement de signe, mais 9 fois, hein, parce qu'on peut le faire dans les 9 directions de l'espace indépendamment. Cette symétrie Z2 à la puissance 9 devient une symétrie continue, un groupe orthogonal mais lorentzienne, oui, O99, qui est lié au groupe de Narijn de compartification dont on a parlé il y a longtemps. Disons, la chose importante, c'est que cette symétrie n'est pas vraiment une symétrie dans le sens qu'elle transforme une cosmologie en une autre cosmologie identique, équivalente. Elle fait passer d'une solution à une autre solution des équations de mouvement, mais sans que les deux solutions soient équivalentes. Hein? C'est ça un peu la différence par rapport à la T-dualité, où on voit que les deux théories sont les mêmes. Hein? Rayon R et rayon 1 sur R nous donnent la même théorie. Ici, facteur d'échelle A, facteur d'échelle 1 sur A nous donne deux cosmologies différentes. Mais néanmoins, si on a une solution, on peut utiliser cette transformation de dualité pour obtenir une autre solution. Alors la question, est-ce que la nouvelle solution qu'on obtient est digne d'intérêt? Et alors, toute l'idée de ce scénario qu'on a appelé du pré-Big Bang, c'est de dire que si on prend cette symétrie du facteur d'échelle et on la combine avec une invariance qui est beaucoup plus générale, c'est l'invariance des équations par rapport au changement de la flèche du temps, donc t en moins t, on prend la combinaison de ces deux transformations, on obtient quelque chose de très intéressant. Parce que si on prend un facteur d'échelle A de t et maintenant on les transforme en un facteur A tilde, qui est l'inverse, mais aussi évalué à moins t, ces deux opérations combinées nous amènent à un paramètre de Hubble qui est le même, à moins t ici et à t ici, mais à une dérivée du paramètre de Hubble qui est opposée. Donc, c'est ce qu'on peut vérifier très très facilement, que les produits dualité du facteur d'échelle fois inversion du temps nous associent automatiquement une cosmologie du type FLRW qui est décélérée à temps plus grand que 0, avec une autre cosmologie qui est du type accéléré, mais à t plus petit que 0. Donc, à travers cette dualité, ou ce produit de deux symétries des équations de la cosmologie des corps, on peut avoir deux solutions, l'une de type qu'on aime bien pour l'univers après le Big Bang, et une autre qui pourrait jouer un rôle très intéressant pour décrire une phase qui est précédente. Hein? Donc, c'est l'idée générale. Et je termine avec quelques petits diagrammes, disons, pour illustrer l'idée.
que c'est déjà un peu tard. Donc, l'idée sera que on va commencer l'évolution de l'univers dans une phase où le dilaton est très négatif, ça veut dire constant découplage très petite, et on suivra l'évolution de ces dilatons avec l'évolution de l'univers vers des constants découplage plus positifs. Et ensuite, on va avoir, voilà, là c'est la solution, si vous voulez, liée par dualité fois l'inversion du temps à la cosmologie standard. Voilà, c'est illustré ici. Et voilà. Et après, je pense, pour bien expliquer ces diagrammes-là, on devra peut-être mettre encore quelques formules dedans. Donc, à cause aussi de l'air, je vais reprendre peut-être les petits dessins dans la deuxième ère. Disons, l'important, c'est de voir en tête cette possibilité que la combinaison de deux symétries, une qui est commune à la cosmologie des cordes et à la relativité générale, et l'autre qui est spécifique à la théorie des cordes, on peut effectivement construire de nouvelles solutions qui nous donnent une accélération, mais qui aurait lié avant à t négative. Alors, tout le problème sera quoi faire à t égale 0. Mais disons, ça, on va le discuter dans la deuxième ère. Oui, on se retrouve dans une quinzaine de minutes, vers 11h05. Voilà, merci.